Et parlons des droits télé. Les droits télé, c'est hors thème de l'émission ici, parce que c'est un thème permanent depuis des semaines dans l'émission. Donc, on en parle ouvertement, comme ça, avec un Vincent Labrune qui, pour certains, est perturbé par la situation, pour d'autres, est en fait très serein sur ce qui se passe. Beaucoup disent que c'est le flou. En fait, c'est une attente pour d'autres stratégique. En effet, on essaye de s'y retrouver par rapport à tout ça, mais c'est compliqué. On nous dit, entre les écrans de fumée, les bazars organisés, les fausses pistes aussi, pour ne pas perturber les négociations sur les droits télé de la Ligue 1, l'Assemblée générale de la LFP, prévue demain, a été reportée. Normal. En attendant d'essayer de nouer un accord définitif avec beIN et peut-être Canal sur une chaîne 100% Ligue 1 difficile à concrétiser. Certains nous disaient à un moment donné aussi qu'une chaîne Ligue 1 maintenue en partie par la Ligue, mise en place par la Ligue, pourrait se créer comme ça au dernier moment, à un mois et demi. Je vous l'ai déjà dit, c'est des plans foireux. Ouais, c'est hyper bancal. Est-ce que les droits télé sont liés à une officialisation du deal OM pour, ça y est, rassurer tout le monde, tous les acheteurs potentiels qui n'attendent que ça pour signer? Est-ce que les Saoudiens sont les grands sauveurs? C'est la question qui rôde autour de ce deal de droits télé chez les décisionnaires et là-haut, plus haut, les ministres, etc. Du côté de la Ligue, on dit on travaille avec de bons espoirs de réussite, d'arriver à de très bons montants. À Canal, partenaire historique, on dit ouais, on regarde d'un œil. Du côté d'Amazon, on se dit, tiens, si on pouvait récupérer quand même juste un ou deux matchs, on serait déjà ravis. DAZN, pareil, juste un ou deux matchs. Tout le monde veut un ou deux matchs, pas plus. Hein. Alors, il y en a qui veulent un ou deux matchs seulement PSG et OM, d'autres. Bref, c'est très compliqué de satisfaire tout le monde, de satisfaire aussi la manne financière minimum qui est voulue par la Ligue pour faire vivre tous ces clubs qui vivent là-dessus, parfois malheureusement une part trop majoritaire de leur budget dépendent des droits télé. Sam Chili a très bien raison de le dire dans les commentaires, les droits télé c'est de la politique, donc on vous envoie, c'est du théâtre, on vous envoie des bêtises, on vous envoie des informations et parfois il faut prendre de la hauteur, se poser des questions, ce qui est viable, ce qui est possible, pas possible. Sauf qu'en France, on a vu tellement de choses délirantes comme la création de cette chaîne téléfoot là, de Mediapro, alors que dès le départ, hein, je me souviens du Dash Foot où je vous disais, mais combien faut-il d'abonnés à cette chaîne pour être rentable? Ils ont mis tant, ça coûte tant, on multiplie juste sans les impôts, sans quoi que ce soit. Il faut 2-3 millions d'abonnés pour une rentabilité. C'est annoncé dans la foulée ensuite par à l'époque le patron là, espagnol. C'était impossible à remplir. C'était tout à fait impossible à remplir. On le savait. Bon, ça a duré 6 mois. Et après, ils ont dit, non, on ne pourra pas payer à la suite. Hein. Oui, c'était obligé. En attendant qu'ils se sont pris des sacrés chèques. Mais à l'arrivée, là, on n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui. On est à la croisée des chemins. En un an, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain a perdu Neymar, le mec fatigué, a perdu Neymar, Messi, Mbappé. Vous avez perdu une aura, une capacité marketing, une force, une puissance auprès des gamins qui est inimaginable. Jamais aucun championnat n'avait eu autant de gloire réunie, franchement, sous le même maillot. Alors, ça déséquilibre les choses, mais pas tant que ça, on le voit collectivement, vu ce que c'était comme l'individualisme à Paris à ce moment-là, et comme Star System, mais c'était Hollywood, c'était incroyable. C'était les Rolling Stones en permanence. Anto Marseillais, n'hésite pas à monter en direct en visio, on t'expliquera tout, on fera le cours de rattrapage si tu as raté des épisodes, ça a l'air. C'est possible qu'un jour la Ligue 1 soit gratuite, question bête, nous dit Dilk. Il n'y a absolument aucune question bête, sache-le. D'ailleurs, Thierry Henry. Bonne question. Thierry Henry est là pour te le rappeler, bonne question. La Ligue 1 ne peut absolument pas être payante parce qu'un match de foot à produire, c'est 80 000, 100 000 euros. Voilà. Donc, il faut rentabiliser chaque match, même quand c'est un Lorient. Voilà, je prends Lorient, mais on s'en fout. L'US Stade Sable contre l'AS Stade Sable. Donc, à partir de là, dans les cahiers des charges d'une bonne diffusion télé, il y a des coûts. Donc, tu es obligé, à un moment, d'avoir des droits télé qui coûtent cher et les chaînes gratuites ne peuvent pas rentabiliser s'il n'y a pas des abonnements supplémentaires. D'ailleurs, un euro, une Coupe du Monde, et là on le voit que l'euro, il y a beaucoup de matchs qui n'ont pas trouvé de diffuseur
parce que ce n'est pas rentable. Même une Coupe du Monde, si la France va en finale, gagne, il n'y a même plus l'effet France 98 où tout d'un coup l'économie elle prend 2% parce que la France est championne du monde. Donc la réalité c'est ça, c'est qu'on se retrouve dans une situation où les droits de télé du foot en particulier sont tellement élevés que tu fais ça, tu achètes les droits d'une Coupe du Monde pour avoir une super image. Tout le monde va regarder TF1, tout le monde dit ah bah la Coupe du Monde sur TF1. C'est presque, tu t'achètes les droits et tu sais que dans ces droits, il y a 30%, c'est de la pub en fait. Tu t'achètes de la pub. Mais la pub, c'est quoi? Bah oui, c'est un retour sur investissement en termes d'image, etc. Mais c'est de l'argent qui part. Donc la réalité, elle est là, c'est que si tu fais ça après, à chaque fois, tes TF1 sur les droits aussi de la Ligue 1 sur 4 ans, bon là, c'est trop de millions et de millions qui partent sans retour sur investissement. Et à un moment, les financiers, c'est bien beau le foot, mais autant rediffuser 5 épisodes de Navarro à 300 € l'épisode, et tu feras peut-être pas 2 millions de téléspectateurs comme un gros match de, je ne sais pas, un PSG-OM sur Canal, mais tu en feras 300 000, et du coup, 300 000 par rapport à 300 € d'investis ou 2 millions de téléspectateurs par rapport à le coût du match, plus les droits télé, etc., et ben, tu es beaucoup plus rentable avec un épisode de Navarro à la télé. Est-ce que j'ai été compréhensible là-dessus? Je le crois. Et ça vous permet, avec ce genre de métaphore, ce genre de comparaison, de comprendre. Amazon s'est rendu compte qu'ils n'ont pas rentabilisé les droits. J'en sais rien parce qu'Amazon n'a pas été si cher que ça. Mais en tout cas, ils n'ont jamais communiqué sur les audiences. Quand tu ne te gargarises pas de tes audiences, ce que certains aiment d'ailleurs beaucoup trop faire, c'est quand même pas super signe, en effet. Voilà. Comme les JO, ce sont les jeux des riches, peut-être, oui, en effet, ça me hute. Nous sommes au mieux le 6e championnat européen en termes de qualité sportive d'Iarad 75, qui donne son analyse. Que penses-tu de ce que Molina a dit sur Saadé et Alstis pour les droits télé? Je n'ai pas écouté ce qu'il a dit, donc donnez-moi un extrait ou autre. Ce qui se passe avec Saadé, c'est que, je vous l'ai dit en début d'émission, il doit passer devant l'autorité de la concurrence pour finaliser le rachat qu'on connaît déjà, ça y est, malgré les démentis pendant des mois et des mois, le rachat de notamment BFM et RMC et d'autres chaînes. La réalité, c'est qu'avant d'être passé devant l'autorité de la concurrence, tu ne peux pas, en effet, ça y est, lancer les grandes manœuvres. Donc, peut-être que les droits télé attendent en effet que ça dépasse devant l'autorité de la concurrence, soit sûr propriétaire sud, alors il va l'être, mais sûr d'être propriétaire, pour qu'il y ait une part, un chapeau 1, 2, 3, qui reviennent à BFM et RMC. Peut-être, c'est une stratégie d'attente, et que la Brune a les garanties là-dessus, et que du coup, il ne peut rien dire, il attend l'histoire, et que, vous savez, il y a 15 jours, 3 semaines, je vous ai dit, moi, du côté des ligues, on me parle de peut-être une bonne surprise pour les droits télé. Alors, un diffuseur surprise, peut-être que c'est à ça qu'ils pensaient. Je vous ai dit, j'ai pas le nom. Est-ce une chaîne saoudienne? Je n'en sais rien. On peut penser à plein de choses, mais on parle de peut-être une bonne surprise. Donc, à voir. Et c'est pour ça que je reste assez confiant pour les droits. Tout simplement pourquoi? Quand je vous parle des hypothèses par rapport aux droits, c'est que si on va dans une hypothèse où en effet certains hyper tristes, la Ligue 1 n'attire pas, bah, il n'y aura pas le milliard, mais il y aura 500 millions. Si la Ligue 1 repart pour 4 ans avec seulement 500 millions, tu as plein de clubs qui vivent sur les droits télé qui vont devoir là, se serrer la ceinture, mais là, c'est presque à s'étouffer. Il y a certains grands clubs qui vont bien moins se développer. C'est tirer tout le monde vers le bas, et c'est un drame au niveau financier pour le foot français. Le foot français qui fait vivre une économie énorme en France, qui divertit les Français, et ça c'est important politiquement. Et donc, on est dans une situation où tu ne peux pas lâcher le foot français. Tu ne peux pas te permettre qu'il n'y ait pas un peu de droits télé, c'est-à-dire 700, 800, avec les droits internationaux, 900 millions peut-être. Sinon, tu vas droit, et c'est pour ça que je vous parle d'hypothèses là-dessus, en parlant des droits télé, où va le foot français, les hypothèses, tu vas droit dans le mur si les droits télé ne sont pas à peu près corrects cet été. Mais vraiment, dans le mur, grave. On était déjà avec la dernière salle de droits télé, limite. Donc, tu ne peux pas encore baisser. C'est plus possible. Là, il y a 13% en effet des droits commerciaux qui revient au CVC. Alors, dans tous les cas, que tu fasses un deal à 1 milliard ou à 100 millions, c'est 13% pour CVC. C'est une autre façon de... Ouais, c'est un autre deal, mais CVC a aussi, d'une certaine manière, à un moment donné, sauvé le foot français. Donc, c'était pendant le Covid. Alors, de là à leur donner 13% à vie, comme je l'ai déjà dit, au niveau des droits français, un contrat à vie n'existe pas. Donc, je ne sais pas pourquoi certains communiquent là-dessus. Tu peux le dénoncer à tout moment.
Mais bref, c'est assez bizarre. Donc, on voit le foot français. C'est pour ça que je continue à croire qu'il y aura une surprise, un diffuseur, un deal intéressant en plus. Enfin, les gens vont s'y retrouver parce que sinon, ça veut dire que le foot français coule. Et ça, j'y crois pas pour X raisons politiques, économiques, même de divertissement et d'occupation des esprits. Ça, c'est toujours important aussi. Donc, la Ligue 1 toujours dans le flou, mais ils attendent quoi? J'ai l'impression qu'ils attendent certaines choses. En effet, de là à carrément reporter l'AG de la LFP. On va voir, mais certaines personnes semblent plus en position de force que d'autres. 14h31, le mec a envie de parler aujourd'hui. Hein. On est 31 minutes d'arrêt de jeu. On va continuer l'émission. Bien entendu. On va poursuivre après avoir parlé des droits télé. Donc, patientons encore un peu concernant ces droits télé. Ça va forcément aboutir. Oui, je me suis mis dans la danse avec le Dash Foot pour être diffuseur officiel. On est déjà sponsor maillot désormais. Alors imaginez un diffuseur de la Ligue 1 avec Amine Mathieu, on va diffuser sur Twitch les matchs de foot et faire les débriefs. Les amis, en gros, tout se décante en juin, droit télé, vente OM, entraîneur. C'est vers ça qu'on va. On va attendre de voir, en effet, puisque la fin de saison est au 30 juin. Et certaines personnes, d'ailleurs, dans la room la semaine dernière, m'ont envoyé le fait que cette saison, non, je n'ai pas mangé Jordan du tout. Donc, cette saison, certaines personnes m'ont dit qu'en France aussi, le mercato démarrait au 1er juillet. Alors que d'habitude, on ouvrait en juin pour que certaines équipes puissent vendre un ou deux joueurs d'ici au 30 juin pour équilibrer leur compte de l'année. Donc, je n'ai pas compris si c'était vraiment la réalité ou pas de ce mercato cette année, que ça change. Je suis assez surpris, mais peut-être que ça a changé, que les clubs ont été prévenus. Voilà. Oui, SC Famicom, on en a parlé. Parlons, si vous le voulez bien, donc de l'Olympique de Marseille avec ce sujet qui est la seule unique chose à retenir de la journée, non pas la perceuse du bâtiment d'à côté du voisin, mais bien le fait que Ludovic Pouille, non pas Arnaud Pouille du RC Lens, Ludovic Pouille, c'est l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite, qui a annoncé avec des grandes félicitations la signature d'un accord de coopération à l'occasion du forum Vision Golf en ce moment à Paris, entre Marseille et le port Mawani, donc un des ports d'Arabie Saoudite, pour des deals commerciaux énormes. Et ça, c'est des choses dont je vous parle depuis 2020, 21 avec plus de précision, 22 encore plus. Et ça y est, on arrive aux annonces publiques de ce genre de deal. Je vous avais déjà expliqué à maintes reprises que les investisseurs, le consortium mené par les Saoudiens pour l'Olympique de Marseille, voulaient des garanties sur tous les deals qui représentent 90% du deal entre la France et l'Arabie Saoudite, voulaient des garanties que ça aboutisse et non pas des paroles en l'air. Aujourd'hui, on voit que ce dont je vous ai parlé, 2020, 21, 22, aboutit enfin à des accords publics. Et il n'y a pas eu que cela. Il y a eu entre CMA-CGM et le port de Jeddah. Il y a eu CMA-CGM avec l'Inde. Il y a eu beaucoup d'éléments clés. Il y a eu la création donc en avril de FRSA et le copier-coller de UKSA, la société saoudienne. Il y a eu également l'ouverture donc de McCourt Europe, non plus en tant qu'associé unique, mais au pacte d'associés. C'est plein d'éléments qui peuvent vous faire tilt. Cependant, si certes, c'est la seule info du jour à retenir autour de l'OM, c'est cette annonce de Ludovic Pouille, il y a une vraie question du jour, et après on viendra sur le sujet Conceição et je vous dirai ce que j'en pense. C'est l'analyse de l'interview, la dernière, la troisième, celle qui n'était pas encore parue, du journal du dimanche. Le journal du dimanche qui donc n'a pas fait une interview classique dimanche 2 juin de Franck McCourt et Pablo Longoria, grand sourire, mais un article qui résume la discussion avec le journaliste Jean-François Pérez sur place à Marseille, tout comme Le Figaro et La Provence étaient sur place. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi le JDD avait mis exclusif, puisqu'ils ont été 3 médias à pouvoir diffuser à peu près les mêmes discussions avec Franck McCourt et Pablo Longoria, mais c'est une exclusivité à 3, ça fonctionne bien, et voilà, finalement, c'est une exclusivité à 3, tout simplement. Donc, le propriétaire de l'OM sonne la charge. C'est le titre qu'ils ont essayé de faire un peu différenciant, vu que la Provence et le JDD et le Figaro avaient déjà communiqué dans la semaine sous forme d'interview pure et dure. Un article bien écrit par Jean-François Pérez donc, sur le sujet. C'est la première fois depuis août 2023 que le milliardaire, comme je vous disais,
du classement Forbes, dont la fortune est estimée aujourd'hui à 1,2 milliard, revient sur le vieux port. En août 2023, souvenez-vous, il n'avait même pas parlé, il n'avait même pas communiqué. Il avait dit oui, je reviendrai vite vous parler. Il ne l'avait pas fait. Donc, il a expliqué que cette saison était décevante. Je reprends les bons mots de Frank McCourt. Je suis ici pour faire savoir aux supporters que mon engagement est total et fort. Bon, ça fait plus de 2 ans donc qu'il n'avait pas parlé de l'OM. Comment pouvoir dire ça aux supporters 2 ans après? J'adore l'OM en français dans le texte. Rien ne me rendrait plus heureux que d'assister à chaque match. Ça, ce sont les mots exacts qu'il avait prononcés avant de quitter les Dodgers aussi. Mais mon emploi du temps ne me l'a pas permis. Il avait dit exactement la même chose il y a 12-15 ans en quittant les Dodgers. On a beaucoup travaillé en coulisses pour solidifier le club et sa gouvernance. J'espère pouvoir venir plus souvent à présent. Et bien, tant mieux, les supporters sont rassurés. Il a expliqué que la question de la vente devient absurde. L'OM n'est pas à vendre. Ok, alors pourquoi avoir créé un pacte d'associés il y a 1 mois et demi au lieu de l'associé unique? Il y a bien des actionnaires qui sont rentrés officiellement cette fois et non plus par le Delaware, où pareil, la question de Delaware n'a jamais été posée depuis le début à Frank McCourt sur cette façon de fonctionner. Pourquoi mettre une entité OM au-dessus de la pyramide et dans un paradis fiscal selon la France qui est le Delaware? Je m'inscris sur le long terme avec Pablo Longoria aux commandes d'un nouveau projet à long terme, alors que tout le monde dit à Marseille, ça j'écoute ce qui se dit à Marseille, que Pablo Longoria est lessivé par 3 ans de direction sportive plus présidence, on le serait pour moins que ça, et pour moi d'ailleurs, sur son parcours global à l'OM de directeur sportif à président, Longoria a plutôt fait du positif pour moi. Et on nous parle d'un nouveau projet à long terme. Il faut retrouver, prendre des vitamines pour ça, et on attend ça avec plaisir, d'avoir le fil rouge, la ligne rouge de tout ça. Il nous dit « Je déteste perdre ». Bon, qui aime perdre? Personne. Mais quand j'ai repris le club, il était en plein désarroi, il manquait de cohérence et de ressources financières. Ça, c'est assez rigolo de suivre ça et de lire ça, puisque, les amis, le club a donc perdu, d'après Javier Tebas, 700 millions, d'après les bilans plutôt autour de 600 millions d'euros depuis chaque bilan comptable qui s'additionne avec les pertes depuis le début de l'ère McCourt. Donc, je ne vois pas comment on peut parler de solidité financière quand un club est en déficit structurel, mais qu'on m'explique, il n'y a aucun souci là-dessus. On est ouvert, je vous pose des questions, je vous ouvre un petit peu le champ de vision sur ce type d'interview. Cette reconstruction, ces progrès sont incontestables. Bon, quand on vous dit qu'il y a quelque chose d'incontestable, c'est souvent que c'est contesté. Ça, c'est une analyse uniquement pour moi. Un club comme le nôtre doit avoir l'une des meilleures académies de foot du pays. C'est l'académie de l'OM jusqu'à 2021, comme par hasard, était la risée de France entière, puisque plein de jeunes ne voulaient absolument pas y aller, puisque aucun jeune ne sortait de l'OM. Et là, aujourd'hui, 3 ans après, c'est toujours pas le cas. Et on ne peut pas dire que ce soit royal. Maintenant, ils ont gagné la Gambardella et surtout, ils ont mis des millions depuis 2021 sur certains jeunes avec des ponts d'or comme Enzo Sternal et d'autres. Donc voilà, à mon arrivée, c'était l'une des pires, c'est vrai, en 2016. Depuis 2021, ça va mieux, mais c'est pas non plus un grand tournant et il y a encore des préfabriqués au centre d'entraînement, c'est pas incroyable. Il est peut-être temps de trouver un club satellite, on l'avait déjà appris donc cette semaine dans les autres interviews. McCourt assure avoir injecté 600 millions de dollars pour des résultats sportifs mitigés. Donc là, 600 millions, c'est surtout ce qu'on voit dans les bilans, des pertes. Donc, c'est ça qui est assez étonnant. Avant, il fallait colmater les suites, solder les obligations passées. Le club n'a plus de dette. Alors là, c'est pas tout à fait réel puisqu'il y a un passif au niveau des achats, ventes de joueurs qui est colossal de plusieurs, je sais plus exactement, mais allez voir les chiffres qui sont disponibles. Il y a un passif, donc il y a un passif, il y a des joueurs encore à des ventes, des achats de joueurs à payer sur plusieurs saisons. Donc, je ne comprends pas trop la non-transparence totale sur le sujet. Bon, le sujet de l'OR évité, le sujet pacte d'associés créé évité. Ça, c'est des trucs récents qui sont dommages parce qu'on aurait aimé avoir son analyse. Je ne demande même pas son analyse du pourquoi il lui-même a quitté le conseil de surveillance de son propre club, resté même en déléguant, en septembre 2023, c'est ça, ou 22, je ne sais plus, avec le temps qui passe. Je n'ai pas de contrôle de ces éléments, je ne sais plus de quoi il parle. Voilà. Rien n'est concret. Alors, au début de l'aventure, on présentait l'homme d'affaires qui a notamment fait fortune dans les parkings à Los Angeles, des vues sur le patrimoine local, Chano, le parc des expositions.
Rien ne s'est concrétisé. On l'a vu dernièrement, on en a parlé en décembre, puisque les préfectures, la mairie a encore repoussé, l'État a repoussé encore l'appel d'offres là-dessus, très très bizarrement d'ailleurs. Mais Franck McCourt révèle au JDD qu'il reste à l'écoute, y compris s'agissant de l'Orange Vélodrome. Quand je vous parlais il y a 6-8 mois du fait que Franck McCourt, en effet, on allait essayer sur les derniers moments, les derniers instants, de vous refaire l'histoire en version courte, puisque le stade, on en parlait déjà en 2021 au moment du deal de fusion-acquisition. Le parc Chano, c'était déjà aussi des sujets. Là, on a l'impression qu'on vous remet tous les dossiers dont on avait déjà discuté sur la table en ce moment, sur le devant de la scène médiatique pour reparler de ça. Alors que c'est des sujets qui sont déjà expliqués, dont on a déjà informé. Mais Franck McCourt dit: je n'ai pas de contrôle sur ces éléments donc immobiliers à Marseille, mais plus nous aurons la possibilité d'investir dans l'OM au sens large, et plus l'OM aura la capacité de contrôler son destin, mieux ce sera. Oui, c'est sûr qu'un grand club qui n'a pas son propre stade aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Je suis ici pour soutenir le club et la ville. Bon, la communication, toute opportunité qui aiderait l'OM à se renforcer m'intéresse en tant qu'investisseur. Il a tout à fait raison de dire ça. Maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on ne le voit, plus de 2 ans qu'on ne le voit plus du tout parler de l'OM, et que l'OM avait peut-être besoin de lui à plein de niveaux pour réinvestir au niveau de joueurs ou autres depuis un moment. Mais c'est en 2020-21, quand lui-même avait coupé le robinet, que Longoria, André Villas-Boas et Hérault le disaient pendant 6 mois: il n'y a pas un euro, on fait comme on peut. Bizarrement, qu'est-ce qui a fait que là, il nous dit le contraire? C'est très bizarre. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans cet article? Bon, que notre plus grand combat aujourd'hui, c'est donc le projet Liberty. Donc, c'est pas l'OM. Avec son livre Manifeste, le Liberty Project. Il a engagé dedans 1,5 milliard, donc 500 000 euros. Correspond à un autre prix. Il est mobilisé, ça mobilise une grande partie de son agenda pour faire la com de ça, pour changer Internet. La technologie des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, c'est un péril majeur pour nos sociétés démocratiques. Aujourd'hui, Internet n'est plus seulement quelque chose d'accessoire ou d'amusant, c'est une partie de notre vie quotidienne dont nous dépendons. Ça, c'est des choses très vraies, très intéressantes en tant qu'homme d'affaires, de gens qui veulent changer tout ce qui est néfaste au niveau de la société. La technologie d'Internet est nuisible à l'humanité, et c'est pour ça aussi qu'il s'est adressé non pas à des médias sportifs, mais à des médias lus par des CSP+, par des personnes âgées, par des seniors, parce que il veut parler à des hommes d'affaires. Il a une stature d'homme d'affaires à imposer, et donc tout ça, le fait que l'Américain soit porté candidat avec beaucoup d'investisseurs au rachat éventuel de TikTok USA, la branche de TikTok chinoise, mais aux États-Unis, le montre aussi. Bref, voilà, concernant l'Olympique de Marseille, pas grand-chose d'autre à dire. Si ce n'est que donc les 2 dernières colonnes sont entièrement consacrées au reste de ces sur 5 colonnes sont consacrées au reste de ces activités. Voilà le sujet, McCourt, donc Longoria. Dites-moi dans les commentaires si vous ont convaincu pour relancer l'OM, si vous trouvez que vraiment ce qui a été dit, oui, c'est un nouveau souffle ou pas pour l'Olympique de Marseille. Quel que soit le niveau, les maillots niveau de l'entraîneur, je n'ai pas compris ta question, Clem, n'hésite pas à la reformuler. Carlito, je réponds aux questions des gens parce que l'émission est en 100% interaction. Vous pouvez monter en direct en visio quand vous voulez depuis 3 ans. J'ai l'impression que tu découvres. Donc, si tu n'as pas envie que je réponde aux questions et que du coup tu dises: ah, regarde pas les commentaires et réponds pas aux questions, il est hautain, condescendant, tu peux aussi. Mais du coup, quoi qu'on fasse, ça ne va jamais, en certains. Donc, reprends-toi, essaie d'avoir un petit peu de positif dans ta vie. Et en effet, s'il y a des questions sur le rachat, puisque j'ai travaillé le sujet, j'y réponds. C'est pour ça que je vous demande là, non pas sur le rachat, mais est-ce que la communication de Longoria et McCourt vous a convaincu? C'est la question du jour. Et ensuite, on va venir au concret, l'entraîneur, puisque je vais parler rapidement pour finir l'émission de Flavio Conceição, Flavio. Je pense toujours à Conceição, Flavio. C'était le Brésilien, lui, ou il était portugais aussi? C'était un Brésilien, je crois, à l'époque. Sergio Conceição, formidable dribbleur qui est passé par l'Inter Milan, qui est désormais coach. Sergio Conceição, ça, c'est une autre histoire. Alors moi, je l'ai jugé, sa venue à Sergio Conceição, l'entraîneur de Porto, encore, d'après certains, jusqu'au 30 juin, incompatible avec l'OM de McCourt. Pourquoi? On fait un point là-dessus, et rapide et efficace, pour plusieurs raisons. Il y a Marcilien Zone qui nous dit:
D'ailleurs que Sergio Conceição est sorti du silence. Les événements récents, à savoir l'abus de confiance envers un membre de mon équipe technique qui aurait certainement voulu prendre la suite au FC Porto, l'interférence dans son intégrité et sa cohésion à mon insu me laisse épuisé et désillusionné puisque son adjoint voudrait prendre la tête du FC Porto derrière lui. J'ai toujours été guidé par la franchise de la loyauté. C'est vrai que c'est un mec un peu comme Sampaoli, Sergio Conceição. Je vais bientôt rendre ses faits publics et dire la vérité donc sur ce qui s'est passé et sur le fait que le Porto lui a un peu fait le FC Porto lui a fait à l'envers. En revanche, le FC Porto a communiqué aujourd'hui concernant Conceição pour mettre en avant une chose, c'est que son contrat, dans tous les cas, va être résilié, mais au 30 juin. Donc c'est un peu compliqué pour lui d'arriver dans un club avant, mais ça n'a jamais empêché l'Olympique de Marseille de commencer. Ça ne pêcherait pas potentiellement. C'est pas un fait qui l'empêche de venir à l'OM. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tu peux le faire venir avant et commencer à bosser de chez lui, puis après au 1er juillet il sera là. Bon, c'est pas non plus délirant. En revanche, qu'on comprenne bien la situation, les amis, par rapport à Sergio Conceição. On va faire un point très très précis là-dessus parce que certains ne comprennent pas pourquoi je parle du fait que ce soit incompatible avec l'OM de McCourt et les finances. On va être très simple, très clair, très carré là-dessus. Le plus possible en tout cas, comme d'habitude, en montant l'image de Conceição, le au revoir du FC Porto aujourd'hui. Pourquoi j'ai jugé qu'il était incompatible avec l'Olympique de Marseille? Son caractère, ou comme à Nantes, il est capable de partir du jour au lendemain. Mais surtout, dans sa trajectoire de carrière. Il est passé du FC Nantes au FC Porto, et donc il a grimpé. Derrière, il a promis, il y a 10 jours, là, avec son dernier match à Porto, qu'il voulait une équipe de Ligue des Champions avec des ambitions. Voilà ses ambitions à lui. Est-ce que ça correspond sportivement à l'OM actuel? Pas du tout. Sergio Conceição a ensuite un salaire, regardez-le ce qu'il touche à Porto, qui n'a rien à voir, ni avec même ce que touchait Sampaoli à l'époque, où il faudrait que l'OM s'aligne sur un salaire colossal. Ça m'étonnerait quand même s'il n'a pas 100 000 propositions, qu'il accepte de diviser par 2, par 1,5, je ne sais pas, son salaire du FC Porto, juste pour venir pour les beaux yeux de l'OM. À partir du moment où il a dit « je veux jouer déjà la Ligue des Champions avec des ambitions », à partir du moment où il a gagné, je crois, 8, 9, 10 titres en quelques saisons avec Porto, je ne comprendrais pas que son cycle redescende de niveau à ce point. Certes, un OM qui t'offre une lumière énorme, une passion énorme, il correspond au niveau de son tempérament aux supporters de l'OM, ça je suis d'accord, il a le niveau pour l'Olympique de Marseille, mais ce n'est pas du tout ce que lui a promis pour son futur, ce n'est pas du tout au niveau du salaire ce qui correspond à l'Olympique de Marseille, ce n'est pas du tout dans les habitudes donc de Franck McCourt d'exploser la charte. Alors bien sûr, là, il y a une masse salariale au niveau de l'Olympique de Marseille qui est record. Mais justement, déjà, il faut se séparer de certains joueurs. Et si tu fais venir un Conceição, ça n'a aucun sens. Donc ça, ce sont les réalités. Et c'est ce qui rend le deal incompatible. Maintenant, si vous me dites, oui, il y a officialisation d'une vente, il y a des nouveaux investisseurs, on sait qu'ils sont riches et passionnés et très professionnels. Et Conceição fait partie de ce premier coach. Pourquoi pas? Là, oui, il a le niveau, il aura de très beaux moyens, il a de grandes ambitions. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, au 4 juin, je le juge complètement incompatible avec l'OM de McCourt, de par son salaire, de par ses déclarations publiques, de par tout ce qu'il a lui-même fait fuiter, annoncé, et le bazar en plus qu'il y a pour son départ à Porto, où il serait libre qu'au 30 juin. Alors si certains autres disent qu'ils sont proches d'un accord, c'était le cas aussi, rappelez-vous, avec Fonseca, beaucoup l'avaient annoncé d'accord. Conceição, je continue aussi à penser qu'il aime bien beaucoup faire parler de lui, là, notamment concernant la belle proposition de l'OM, parce qu'il en attend d'autres. C'est bien de faire parler de lui. Quand on est Will Steele, je vous l'ai dit, quand on est Conceição, qu'on est au 4 juin, qu'on n'a toujours pas trouvé de club, c'est bien de faire parler de soi pour montrer que des choses, que des gens s'intéressent à vous. Maintenant, est-ce qu'il va signer? Revenir en arrière au niveau de sa carrière, ce serait très étonnant. Savoir, surtout au niveau de son salaire, qui n'a aucun sens pour l'Olympique de Marseille actuel, et un Marseille qui doit réduire la voilure, forcément, puisqu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Il faut trouver le loup dans l'histoire, et comment c'est possible, tout simplement. Après 7 saisons et 11 titres remportés, voilà, soyons exacts,
concernant Conceição, je me pose la question. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des choses incompatibles avec l'OM. Quand je vous ai certifié que Fonseca n'arrivait pas à l'Olympique de Marseille, on a vu. Là, aujourd'hui, je le trouve incompatible. Ce n'est pas certifié qu'il n'arrive pas, parce que dans le foot, on ne sait jamais. Mais en revanche, ça me paraît incompatible. Est-ce qu'il peut venir et officialiser dans la foulée? Je n'en sais rien. Naïter de Mars, c'est chacun sa façon de communiquer. Mais en tout cas, il y a un truc bizarre. Voilà. Tu parles de McCourt, d'incompatible avec McCourt, tout en disant que le club est vendu. Oui, tant qu'il n'y a pas d'officialisation, cher Thunder, c'est donc McCourt le propriétaire. Et une fois que tu officialises, tu passes à la suite. Donc voilà, encore une fois, c'est pas parce qu'un club est vendu qu'il a officialisé publiquement. Parce que oui, tu peux faire un deal de vente et donc c'est vendu, mais ce n'est pas encore officiel. Tout le problème, et je le dis depuis maintenant des mois, c'est l'utilisation du mot vendu qui pour certains égale c'est officiel, c'est vendu, c'est officiel. Sauf que Saint-Étienne a été vendu il y a X semaines maintenant et qu'on a officialisé là lundi pour tomber sur la fin de saison. La montée en Ligue 1, tant mieux, mais le deal, tout était OK. Et même le Progrès vous a fait un article en disant dans ce type de transaction, il n'est pas rare que les nouveaux propriétaires travaillent déjà à la suite pour le club, même sans ayant officialisé. Ça a été écrit par le Progrès concernant la vente de l'AS Saint-Étienne. Voilà, donc les amis, les explications de tout ça pour être très clair sur la situation. Je prends vos questions. Sur le sujet. On a et Zidane dans tout ça. Moi, je n'ai aucune info sur la venue de Zidane, Nico Martini, sur l'Olympique de Marseille. Ça peut être la cerise sur le gâteau. Nico, on prendra, bien sûr. Correa a touché 450 000 € par mois. On peut les donner au futur coach, mais je crois que Sergio Conceição touche plus. Et surtout, Correa, c'était sur 10 mois, là. C'était un prêt. Donc, voilà. Mike Keys qui dit « Soyons honnêtes, Thibaut, tu as dit que Conceição, c'est un écran de fumée, pas que c'était incompatible avec McCourt. » Alors, Mike Keys reprend bien mes mots, puisque, encore une fois, tu coupes mes phrases en deux et tu sors juste le mot écran de fumée. En effet, c'est un écran de fumée pour vous amuser, tout comme Fonseca, ça l'a été. Sois honnête, toi, à ton tour. Et donc, si tu coupes, en effet, toutes les explications comme celles que je viens de faire là, sur ce sujet, bon, en effet, tu peux me faire dire n'importe quoi, encore une fois. Mais c'est sociétal actuellement de retenir qu'un mot de toute une explication d'un sujet complexe. Donc voilà, tout n'est pas blanc ou noir. Tu vas apprendre qu'en effet, il peut y avoir des nuances, et que tu n'es pas obligé de retenir un mot. En effet, tu penserais quoi de Gallardo à l'OM? Moi, je trouve que c'est super. Après, Gallardo, il y a peut-être des raisons. Je ne le connais pas spécialement psychologiquement, tactiquement, techniquement. C'est peut-être des raisons si aucun grand club n'a pour l'instant foncé sur Marcelo Gallardo. Alors, peut-être qu'il n'a pas le bon enjeu. Il n'a peut-être pas le bon agent. C'est tout simplement ça. Mais à voir. À voir, les amis. Je suis en train de regarder, vérifier avec vous sur Conceição, à combien ça émarge exactement. Si je retrouve dans mes notes, en effet, je suis en train de regarder exactement, mais c'est des salaires très très élevés. C'est des salaires, alors à Porto, très très élevés et qui ne correspondent pas pour l'instant à l'Olympique de Marseille. Après, pour l'OM, on le rappelle, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien évidemment le seul et unique info du jour à retenir, c'est le deal officiel de coopération entre les ports maritimes donc de Marseille et de Maouani en Arabie Saoudite qui a été annoncé ce matin. À 18h, on en parlera demain dans l'émission, le Média Carré qui diffuse une interview de Zidane où il dit « Je veux plus de Marseillais à l'OM ». C'est quand même propre, c'est quand même beau. En effet, de dire ça, de s'impliquer pour l'OM, ça va rendre encore fou, ça va vendre du rêve à certains. C'est pour ça que moi, je me refuse à entrer là-dedans de plein pied ou quoi que ce soit, parce qu'on pourrait me reprocher. Il y a SWMTP qui nous dit « Rachid a contredit Thibaut, Hichem et compagnie ». Et Rachid a surtout dit « Thibaut ne vous ment pas ».
tenir ça aussi. Encore un qui coupe les phrases. Thibaut ne vous ment pas. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Voilà, c'est 3 mots, 4 mots, c'est facile à comprendre. Thibaut, hier, lors d'un live sur Forza OM, David Aiello t'a défendu. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de fumée sans feu au sujet de la vente. David Aiello, mon copain de padel, on a joué hier matin au padel ensemble. Possible. Après, je ne sais plus si j'ai beaucoup discuté avec lui du sujet. En tout cas, t'es sûr que c'était David Aiello, le David de l'homme de terrain de Amazon Prime. Voilà, les amis. Bah, après, si tu le dis, je te crois, mais il faut toujours se méfier. Il y a Golden McNuggets. Si le sujet est trop compliqué pour toi, ne t'en soucie pas, parce qu'en effet, c'est une émission de foot, mais là, on a parlé d'un sujet foot business, et t'embête pas. Parce qu'en effet, si tu ne comprends pas du tout des parallèles de deals économiques, commerciaux, comme ça, avec en effet un deal de club, c'est que je ne peux pas te refaire tout. Alors, toutes les vidéos sont dispo, hein, mais je ne peux pas tout te refaire depuis 2020-2021 où j'en parlais déjà. Mais tout est dispo. Voilà, allez. Les passionnés, on se retrouve demain, il est 14h56, là j'en peux plus, j'ai faim, j'ai rendez-vous dans 55 minutes maintenant. Donc demain, vous montrez en direct en visio, si vous avez plein de questions, on démarrera à 12h30, promis, comme ça on prendra de l'avance. Et comme ça, on pourra à nouveau répondre à tout, refaire le point sur ce qui n'est pas clair, sur ce qui n'a pas été. Je peux mettre, pour les passionnés aussi qui n'ont pas suivi l'émission en entier, l'extrait concernant qui vous intéressait pour beaucoup. Ma courte Longoria, vous ont-ils convaincu, Sergio Conceição, le deal au niveau du port annoncé ce matin. Et comme ça, vous pourrez vous faire votre idée des sujets ce soir à tête reposée de l'émission en suivant sur YouTube, tout simplement. Allez, prenez soin de vous et des autres, les amis. Onde positive sur vous. On est ensemble et on se retrouve demain, 12h30, 14h. Bye bye.